Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV dans Plaisir de lire. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'honneur de recevoir des passionnés, des amoureux de la lecture. Et je pense que cet après-midi, ce ne sera pas une exception. Donc tout d'abord, sur ma gauche, nous disons bonjour à Cassandre Cléon. Cassandre Cléon, elle sera la bienvenue parmi nous. En face de Cassandre, nous avons un monsieur. Luc Lamain, donc originaire de la Martinique et plus précisément de la Rivière-Rouge, quartier de Saint-Joseph, administrativement Simone des Olives. Oh, merci beaucoup, monsieur Lamain. Bienvenue à Zouk TV. Je pense que nous allons apprendre des choses cet après-midi. Bien, comme vous le savez, dans Plaisir de lire, nous avons la possibilité de voyager dans le temps, dans l'espace, découvrir soit notre Martinique, la Caraïbe, voir le monde. Nous pouvons aussi voyager dans le temps, les traditions, autres thèmes de ce genre. Et surtout, nous pouvons aussi voyager au sein de notre pensée, réfléchir à notre société, sur nos pratiques, nos habitudes et voir ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour rectifier le tir pour demain. Donc tout de suite, je vais me tourner vers Cassandre. Et Cassandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler donc du livre Mon époux est malade d'Arsenia Rousseau-Arlequin. D'accord. Et en fait, ce livre, il s'inscrit dans un défi lecture. Un défi, en fait, que je me suis lancé, de résumer 12 livres en 12 semaines. Et ça commence, en fait, cette semaine. Et justement, je te remercie de me donner cette opportunité de pouvoir présenter ces ouvrages qui sont sur une thématique bien particulière. Alors, je vais d'abord m'adresser aux téléspectateurs. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, alors, si vous accompagnez un parent, votre père, votre mère, à des rendez-vous médicaux, si votre époux, votre épouse, vous la soutenez dans la maladie, vous avez peut-être un enfant qui est atteint d'une pathologie, d'un handicap, ou tout simplement, peut-être que vous faites les courses pour un voisin, un ami, parce qu'il est dans une situation de dépendance. Sachez que vous êtes un aidant, une aidante. Et un aidant sur 3 ne sait pas qu'il est aidant. Donc la thématique, c'est justement de pouvoir sensibiliser le grand public. Et dans le cadre de la Journée nationale des aidants, je lance ce défi pour pouvoir sensibiliser le public. Et donc moi, je suis Cléon Cassandre. J'ai été aidante pendant 8 ans auprès de ma mère. C'est pour ça que ce sujet me touche particulièrement. Et voilà, donc je vais commencer par le livre de Arsenia Rousseau-Arlequin. C'est un ouvrage qui vient juste d'être publié. Elle est guadeloupéenne. Donc l'ouvrage est sorti au mois de juin 2022. Vraiment tout récent. Oui, c'est très récent. Exactement. Et donc le titre Mon époux est malade, alors je me soigne. Mon rôle d'aidant. Donc vous remarquez, elle a bien dit je me soigne. Elle n'a pas dit je le soigne. Parce qu'en fait, dans sa démarche, elle nous explique que l'aidant a besoin justement de se soigner également pour pouvoir aider la personne qui est en situation de dépendance. Donc dans son ouvrage, c'est vraiment un témoignage poignant. C'est une belle histoire d'amour qu'elle nous raconte. Et puis elle nous donne aussi les solutions, des astuces pour que, en fait, si une personne se retrouve dans un cas similaire, se retrouve aidant, eh bien qu'il ait des outils, qu'il ait ces informations pour pouvoir mieux vivre la situation et puis surtout que la personne demande de l'aide. Alors il y a différentes choses qui ont retenu mon attention, qui m'ont touchée dans son ouvrage. Alors je vais vous en dire quelques-uns. Le premier, c'est que c'est très important de prendre soin de soi
pour pouvoir aider l'autre, lui renvoyer une bonne image. Donc ça concourt en fait, ça aide la personne à aller mieux. Et puis la deuxième chose aussi, elle parle du fait de briser le secret de la maladie. Parce que souvent, les personnes ont peur, ils n'ont pas envie d'en parler à la famille, ils se demandent, on en parle pas. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est vraiment libérateur de pouvoir expliquer et puis dire ce qui se passe. Et puis comme ça, en fait, ça permet aux différentes personnes de l'entourage, celles qui veulent apporter leur aide, de venir et puis d'apporter leur soutien à leur mesure, en fait. Et puis, elle parle de quelque chose qui est assez pertinent. Elle dit qu'en fait, que la maladie a quelque chose à nous dire, qu'il y a un message, en fait, que la maladie transmet. Et elle nous demande justement d'être suffisamment à l'écoute pour comprendre ce que le corps, ce que la maladie nous dit à travers ce qui se passe dans notre corps. Donc j'ai trouvé que c'était assez pertinent, et puis surtout qu'à un moment, elle personnifie la maladie. Donc la maladie est comme une personne à part entière, et elle le décrit vraiment très bien. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a pu saluer l'engagement, le soutien de tout l'entourage, la famille, les soignants, les voisins aussi. Elle a vraiment été très, très bien entourée, parce que les aidants se retrouvent souvent seuls, isolés. Et elle a pu bénéficier justement de cet entourage bienveillant. Et puis, elle a continué, un autre point important, elle a continué à avoir sa joie de vivre malgré les difficultés. Elle est très lucide sur le parcours difficile que c'est de pouvoir accompagner une personne en situation de dépendance. Mais elle donnait des exemples en disant qu'avec son mari, il s'habillait particulièrement bien le samedi soir pour regarder la télé, des choses simples de la vie, des dîners aux chandelles. Donc malgré les difficultés, comme je vous disais, elle gardait cette joie de vivre. Et puis, elle parle d'un point aussi très important, c'est le côté holistique de l'être humain. On n'est pas juste un corps, on est aussi un esprit. Donc pour elle cultivait les pensées positives, elle est une fervente adepte de la loi de l'attraction. Donc elle parle de ce qu'elle veut. Et par exemple, une petite anecdote, par exemple, elle cherche une place de parking, elle se dit oui qu'il y a une place pour elle et qu'elle va la trouver. Et effectivement, elle la trouve. Donc dans sa démarche pour accompagner son mari, elle est dans cette culture de la positivité, d'envoyer une belle énergie, des belles vibrations à son mari, pour qu'il soit dans un environnement le plus serein que possible. Et puis dans les différentes astuces et les différentes solutions, donc elle nous parle de la musicothérapie, elle dansait également, donc elle essaie de se vider un peu l'esprit en ayant des activités sportives, physiques, même si c'était à domicile. Et puis la réflexologie, différentes médecines, on va dire non conventionnelles, mais qui ont fait beaucoup de bien, qui lui ont fait du bien à elle et à son mari, parce que pour elle, en fait, ils sont deux à devoir justement être soignés pour que ce parcours de soins, même si c'est son époux qui est concerné, mais pour que ça se déroule bien. Donc c'est vraiment très touchant, poignant, et puis il y a énormément de poésie. À un moment, il y a des slams. Il y a de très beaux passages. Donc, je vous invite à découvrir cet ouvrage qui parle d'un sujet qui est vraiment un enjeu de société. Parce que, comme elle le dit dans son ouvrage, un aidant sur 3 décède avant la personne qui l'aide. Parce qu'il n'a pas le temps d'aller chez le médecin, il est là H24, il est là le week-end, il n'a pas de vacances. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique, une problématique importante, et 11 millions de Français sont concernés.
Donc dans son ouvrage, elle lance un cri d'alerte, mais voilà, elle tire la sonnette d'alerte pour dire qu'il faut les aider, il faut les protéger. Et c'est une autobiographie, d'une certaine façon, qu'elle nous partage. C'est très poignant, mais c'est aussi très positif, pour se dire qu'on peut quand même aller de l'avant et puis aller dans ce parcours de soins en étant bien encadré, bien suivi. D'accord. C'est un sujet d'ailleurs d'actualité, puisque on voit de plus en plus notre département est très vieillissant, et donc c'est un sujet d'actualité. Oui, effectivement, tu as répondu à une de mes questions. Donc, j'allais te demander si c'est un roman autobiographique ou si elle s'appuyait sur des expériences de personnes anonymes. Et en fait, c'est une sorte presque un manuel pour aidants, un manuel en tout cas de psychologie, de développement personnel pour les aidants. Et comme tu dis, souvent on pense aidant, on voit le côté professionnel, les personnes professionnelles qui s'occupent d'une personne. Ça peut être, on pense à l'infirmière, on pense à... Il y a plusieurs professions autour du service à la personne. Et puis, comme tu as expliqué tout à l'heure, comme je suis le frère, comme je suis le fils, comme peut-être je suis le père d'une personne malade, non, je ne me considère pas comme un aidant, je suis un membre de la famille. Ouais. Mais, et c'est pour cela, comme tu disais tout à l'heure, il y a une bonne partie des Français qui ne se considèrent pas tels quels. Et comme ils ne se considèrent pas tels quels, il y a peut-être des mesures qu'ils ne prennent pas par rapport à leur santé physique, émotionnelle ou autre. Tout à fait, je rebondis sur ce que tu dis et d'après les statistiques, un Français sur deux ne connaît pas le terme aidant. Donc en fait, si même dans l'entourage, une personne est concernée, on ne pourrait pas finalement lui parler des différents dispositifs qui existent, puisqu'on ne pense pas qu'elle est concernée. Donc l'idée, c'est de sensibiliser un maximum de personnes pour que ce terme aidant soit mieux reconnu, parce qu'une fois que l'aidant se reconnaît en tant qu'aidant, eh bien, il peut demander de l'aide, il peut frapper aux portes, il peut commencer à sortir de son isolement, parce qu'il y a différents dispositifs qui existent. Donc elle parle de ça dans son ouvrage, en fait. Voilà, vraiment oser, demander et puis en parler. Oui, et j'aime bien quand tu dis l'aidant va pouvoir demander de l'aide, parce que souvent on pourrait penser, pour ceux qui connaissent le terme aidant, on pourrait se dire je suis l'aidant, je donne de l'aide, je ne reçois pas d'aide. Et peut-être à tort, certaines personnes pourraient se dire si je suis aidant, je demande de l'aide, c'est dire que je ne suis pas un bon aidant. Alors que je pense que ce n'est pas le message véhiculé par toi et par l'auteur de l'ouvrage. Tout à fait, parce qu'effectivement, l'aidant, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin justement d'être accompagné, parce que tout dépend aussi, comme elle le dit, le temps, en fait. Parce que si on aide pendant un mois, c'est pas la même chose que si on aide pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, l'aidant a besoin d'être soutenu. Et dans le cadre de la journée nationale des aidants, il y a beaucoup de manifestations qui sont mises en place. Donc, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent et qui mettent des choses en place. Il n'y a pas suffisamment, on peut toujours faire plus, c'est sûr. Mais il y a des collectifs qui existent pour pouvoir aider. Et dans son ouvrage, Arsenia Rousseau-Arlequin parle d'une association de répit qui l'a vraiment soulagée pendant 6 mois. Parce que pendant ces périodes-là, c'est peut-être des heures ou des matinées, elle pouvait souffler, elle pouvait vaquer à ses occupations. Donc ça, c'était vraiment important, et elle regrette le fait que l'association n'ait pas pu continuer plus longuement lui apporter son aide. Mais en tout cas, c'est vraiment important de pouvoir relayer les aidants. Et donc, à côté de ce dispositif dont elle a bénéficié, elle nous dit aussi que l'entourage a mis en place un planning pour la relayer.
Donc la journée, donc ça peut être des voisins, des amis, de la famille. Ils prenaient le relais la journée pour que elle, le soir, elle puisse assumer donc voilà son tour de garde, j'ai envie de dire, auprès de son époux. D'accord. Alors, tu as parlé de la journée nationale des aidants, comme ça. Tout à fait. C'est quand? En fait, c'est chaque année le 6 octobre. D'accord, le 6 octobre. D'accord, ok. Et de ton point de vue, au niveau de puisque nous sommes en Martinique, même si l'auteur est guadeloupéenne, donc c'est peut-être la façon, les choses sont abordées peut-être de la même façon. Est-ce que tu penses que... Comment qualifierais-tu la sensibilisation liée à cette journée en Martinique, voire aux Antilles? Pour tout avouer, j'avoue que c'est l'année dernière que j'ai su qu'il y avait cette journée. Et pourtant, j'étais aidante pendant longtemps. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font, mais on doit en fait sensibiliser encore plus. On doit parler de cette problématique plus régulièrement. Parce que quand on est aidant, c'est pas juste un seul jour, c'est tous les jours. Oui. Et donc, mettre des actions en place. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je pense qu'il faudrait leur donner encore plus de visibilité pour qu'il y ait vraiment encore plus d'impact, pour que cette journée nationale des aidants soit encore plus connue et puis que les aidants puissent se faire connaître auprès des différents dispositifs, des différentes associations. Donc les choses se font et il faut que ça continue encore plus. D'accord. Et alors, juste avant de conclure, est-ce que tu as, je ne sais pas moi, une partie préférée ou une thématique préférée dans cet ouvrage? Oui, j'en ai même deux, mais celle que j'ai vraiment appréciée, c'est lorsqu'elle personnifie la maladie. C'est d'une poésie, mais c'est exquis. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, elle n'est plus, c'est plus un couple ce n'est plus deux personnes. C'est le couple et la maladie qui est là, une troisième personne qui s'immisce dans la vie, dans cette relation aidant-aidé. Et dans cette relation entre l'aidant et l'aidé, ils font face contre la maladie. C'est une sorte de combat, si tu veux, de boxe. Il y a un ring et donc c'est vraiment très beau, c'est très bien dit et ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup apprécié. Et puis il y a des parties de slam aussi où elle parle des doléances de l'aidant. Donc c'est très beau. Je vous laisse découvrir. En tout cas, merci beaucoup Cassandre pour ton ouvrage, l'ouvrage que tu présentes, puisque effectivement comme a dit Luc tout à l'heure, c'est d'actualité. Ça le sera encore, puisque nous sommes un territoire vieillissant, certainement l'un des plus vieillissants de France, quasiment le plus vieillissant. Donc, la question des aidants va se poser, l'accompagnement et... Oui, je voulais juste rajouter que dans le cadre de ce défi lecture, donc les 12 résumés de livres que je vais proposer donc chaque semaine, donc chaque mercredi, donc il y a un blog, donc le blog Cœur Aidant, qui va en fait proposer les résumés de livres. Donc les téléspectateurs peuvent très bien aller effectivement pour approfondir la thématique et mieux découvrir le livre. Ils peuvent se reporter sur le site internet. Merci beaucoup Cassandre. Merci. On n'en fera, je pense, jamais trop sur cette thématique tant il y a des choses à faire. Même si, comme tu l'as dit, il y a un travail qui est fait depuis quelques années, mais il faut le poursuivre et lui donner plus de visibilité. Bien, après Cassandre, nous avons Monsieur Luc Lamay. Donc, nous allons l'écouter attentivement. Alors, de quoi vas-tu nous parler, Luc? Déjà, je voudrais revenir sur le sujet qu'a développé Cassandre, parce que je trouve qu'on est obligé maintenant de chercher à sensibiliser les gens sur le sujet. Or, ça fait un peu une transition avec mes ouvrages, puisque j'ai déjà publié La Rivière Rouge. Ça tombe bien parce que je profite pour vous dire, c'est la 10e année que je publie. J'ai publié La Rivière Rouge en 2012.
Donc, ça fait 10 ans. Et c'est un ouvrage qui parle de la vie d'antan. Comment les gens vivaient à l'époque, comment les gens avaient l'esprit d'entraide, la tolérance. Mais rien que de parler d'entraide, on revient un peu sur le sujet de Cassandre. Alors, La Rivière Rouge, c'est un ouvrage qui ramène le lecteur dans la vie d'antan. Comment on vivait. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a vécu avec une grand-mère, une maman doudou, puisque nous avons tous une maman doudou, qui a vécu avec sa maman doudou, née en 1899. C'est pas toujours évident de dire on a vécu avec une personne du 19e siècle. Alors, ce petit garçon raconte comment il vivait avec sa grand-mère à l'époque, comment la vie dans les années 50-60, comment on vivait dans cette période, ne serait-ce que l'école. En campagne, hein, je rappelle que je suis sur une thématique de campagne. Et donc, comment ce petit garçon vivait à l'école, comment il vivait dans sa famille, comment il était avec cette grand-mère, cette maman doudou qui le choyait, puisque c'était vraiment le petit garçon, c'était le seul qu'elle avait en dehors des grands. Elle s'occupait comme si c'était son fils. Il fallait à l'époque non seulement le nourrir, mais le vêtir, s'occuper de l'école, sachant qu'à l'époque, les personnes âgées des campagnes ne lisaient pas toujours. Hein. Et donc, mais il fallait quand même donner l'impression à ce petit garçon qu'on suivait quand même ses études. Mais à l'époque, c'était pas non plus si facile que ça. Et parce que l'école en campagne, on a tous, surtout les gens de ma génération, savent comment l'école était très difficile. Les enfants à l'école, parfois, l'éducation nationale les donnait plus l'envie de quitter l'école que d'aimer l'école, parce que c'est la période où on tapait les enfants. Et donc, cet enfant qui raconte sa vie, qui est une vie heureuse, mais en même temps une vie très poignante, hein, parce que il raconte comment, quand il revenait de l'école, le travail domestique, il avait le travail domestique, il fallait soit s'occuper des moutons, soit donner à manger aux poules. Il avait autant de boulot que domestique que à l'école, parce que à l'époque, on leur donnait aussi des récitations à apprendre, des leçons, énormément de leçons à faire à la maison. Ce petit garçon n'avait pas le temps de faire tout ça. En plus de ça, c'est que il lui fallait parfois faire 5 à 6 kilomètres de marche. À l'époque, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pratiquement pas de voiture, parce que tout était en manque. Transport, l'électricité, l'eau potable. Alors donc... J'allais ajouter, les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais même il n'y avait pratiquement pas de voiture. Et donc, ce petit garçon raconte les difficultés du moment qu'il avait. Mais en dehors de ça, il essaye de faire comprendre que la vie, qu'on soit dans une famille riche ou qu'on soit dans une famille pauvre, la notion de bonheur est pratiquement le même, parce que l'être humain s'adapte dans son univers. Alors donc, il était aussi heureux dans cette société qui était très difficile en fin de compte. Et donc, il raconte comment cette grand-mère s'occupait de lui, ne serait-ce qu'il attendait les moments où il fallait aller en ville. Je rappelle, ne serait-ce que aller vers la ville Fort-de-France, c'était comme si on partait en expédition. Les enfants y allaient pratiquement une fois dans l'année, et encore, c'était pas évident. Alors, il était dans un quartier qui s'appelait la Rivière Rouge. Alors, la Rivière Rouge,
Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais je ne connaissais pas avant aujourd'hui. À l'époque, personne... c'est vrai que quand les gens ils allaient dans le bourg, ils s'annonçaient, on leur disait « Ah, tu es de la Rivière-Rouge, toi ». Mais personne de la Rivière-Rouge ne voulait entendre « Je suis de la Rivière-Rouge » parce que la Rivière-Rouge, administrativement, c'est Morne des Olives. Il n'y a pas d'olives, hein, rassurez-vous. Mais la Rivière-Rouge, pourquoi la Rivière-Rouge? C'était une façon de dénigrer les gens du quartier, parce qu'il y avait toujours des rivalités entre quartiers à l'époque. Et la Rivière-Rouge était un quartier de téméraires. Mais on disait que, ça c'est la légende qui le dit, c'est peut-être nettement faux, que les gens se bagarraient tellement, il y avait tellement de blessés, que la Rivière-Rouge existe, hein, c'est une petite rivière sur la carte, vous pouvez le voir, qui traverse le quartier. Et il disait que les gens, dès qu'il y avait des blessés, on les transportait à la rivière pour pouvoir les laver. Et ceux d'en bas, il y avait tellement de blessés dans ce quartier, à ce qui paraît qu'ils se bagarraient, que ceux d'en bas voyaient l'eau couler rouge. D'où il disait la rivière rouge, les gens de la rivière rouge. Mais vous pouvez y aller, c'est un quartier charmant, d'autant plus que je précise que la rivière rouge, c'est le point central de la Martinique. Saint-Joseph, c'est déjà le centre, mais la rivière rouge, c'est le point central. C'est en hauteur. Quand on est à la rivière rouge, d'un côté, on voit le nord Atlantique, la mer des Caraïbes, et puis on découvre la Martinique. Alors donc, c'est un ouvrage qui raconte des histoires que beaucoup des anciens sont contents de retrouver, et puis aussi les jeunes. L'idée d'écrire cet ouvrage, c'était un peu de remémorer les gens de leurs souvenirs, mais aussi c'était quelque part participer au devoir de mémoire auprès des jeunes. Et donc, la campagne, parler de la campagne pour dire que la campagne reste après tout une réserve culturelle, une mine d'or, je peux dire, de la tradition. Et de là, je peux parler de mon deuxième ouvrage, c'est le tout dernier ouvrage qui vient d'être publié, ça fait 15 jours, qui s'appelle « Un monsieur est passé ». L'ouvrage, c'est un ouvrage qui consiste à rendre hommage aux femmes et aux hommes des montagnes qui nous ont tant apporté dans notre tradition, dans notre culture. Et donc, parler de la campagne, j'ai choisi comme modèle Eugène Mona. D'où la première de couverture qui était à l'écran où on voit une flûte. Une flûte sur un tambour et la nature. Parce que c'était un homme de nature, c'était un grand flûtiste. Et donc, Eugène Mona, pourquoi Eugène Mona? Parce que Eugène Mona disait « je suis tambour ». Pourquoi tambour? Parce que le tambour, on sait que c'est l'instrument où la bourgeoisie refusait de mettre en avant ses instruments de musique. Et donc, le tambour, c'est 100% la campagne. Le tambour, c'est symbole de la campagne, symbole de la force collective, symbole de l'entraide. Et donc, Eugène Mona, c'était le type qu'il fallait pour présenter, pour rendre hommage aux gens de la campagne et en même temps rendre hommage à ce talent, parce que c'est un talent hors norme. C'est ce que je dis, les siècles produisent quelques grands génies comme ça, malheureusement, qui disparaissent très jeunes. Eugène Mona est parti, il n'avait que 48 ans. Mais c'était un autodidacte, mais un artiste exceptionnel, un artiste authentique. Et en plus de ça,
c'était pas seulement un très grand flûtiste, c'était une voix. C'était non seulement une voix, mais un danseur scénique. C'est un gars qui n'avait jamais pris de cours de danse scénique. Et quand il était sur scène, il occupait la scène comme personne n'aurait pu le faire. Et pourquoi j'ai choisi Eugène Mona? C'est parce que c'est un artiste qui m'a marqué. Je l'ai vu en concert à Paris, il m'avait marqué. Sa présence, son style naturel, pieds nus, le pantalon retroussé, buste nu, et parfois ceinture en ficelle. C'est extraordinaire. C'était la représentation de la campagne totale. Et donc, c'était pour moi l'homme idéal. C'est un ouvrage où tout le monde connaît Eugène Mona. Tout le monde peut trouver une personne physiquement qui ressemble à Eugène Mona, même si on ne l'a jamais rencontré. Mais c'est un ouvrage qui raconte des histoires inédites, parce que quand on parle d'un artiste, d'un talent comme Eugène Mona, on a toujours tendance à penser qu'à l'artiste. Or, l'artiste est toujours entouré déjà des gens qui croient en ça, en son génie, mais aussi qui lui apportent, comme ces musiciens qui l'ont suivi pendant des années. Et ces musiciens restent quand même la mémoire vivante de Mona, ces musiciens que j'ai rencontrés et qui m'ont raconté la personnalité de Mona, bien que Mona, non seulement c'est un artiste authentique, mais c'est un artiste très mythique. C'est un artiste que, parce qu'on a souvent écouté la musique de Mona, mais on n'a pas toujours cherché à comprendre le message qu'il adressait dans ses disques, ses morceaux. Or, c'est un artiste qui dans ses écrits, il a su poétiser le bel-air. C'est-à-dire, il a su apporter des mots dans le bel-air. Mais en fin de compte, Eugène Mona, comme je l'explique dans le livre, il a pris le flambeau des anciens. Quand on prend un flambeau a besoin d'essence. Un flambeau a besoin d'un apport supplémentaire pour perdurer, pour être pérennisé. Et Eugène Mona, fin stratège, il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux apporter à cette tradition? Et je pense qu'il avait largement trouvé ce qu'il pouvait apporter. Il a personnellement, comme je disais, poétisé le bel-air. Mais en plus, il a su mettre le tambour au rythme du battement du cœur. Quand vous écoutez un morceau comme Bois brûlé, c'est au rythme du battement du cœur. Il y a aussi d'autres morceaux comme Tambour serré. C'est des morceaux, pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas, allez-y, écoutez ces morceaux, écoutez même avec vos écouteurs, vous verrez que c'est extraordinaire le travail de l'artiste. Alors dans cet ouvrage, c'est cet hommage que je voulais rendre non seulement à l'artiste, mais à tous ces artistes, parce qu'il y a encore pas mal de grands comme Eugène Mona, ceux qui sont encore là, comme Dédé Saint-Prix, je peux en citer Maxilla, qui a initié Eugène Mona dans la flûte, qui l'a incité à œuvrer du côté de la flûte. Et Eugène Mona, la campagne, je reviens sur la campagne, c'est un artiste qui a voulu mettre en avant que les instruments artisanaux. Le chacha, le tibois, le tambour bien sûr, le tambour d'Ibas qu'on a toujours tendance à oublier. Le tambour d'Ibas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tambour circulaire qu'on joue des deux côtés.
On le tient dans les jambes et ça se joue des deux côtés. Et donc il a remis le tambour d'Ibas à l'ordre du jour. Mais quand il se disait tambour, c'était une façon, puisque la bourgeoisie refusait de mettre ce tambour. Il y a eu quand même, disons-le, Francisco, qui lui a voulu mettre le tambour sur scène. Sauf qu'il exposait le tambour à l'arrière de la scène. Eugène Mona, quand il est arrivé, il a dit le tambour doit être devant et les autres instruments traditionnels derrière. Donc, c'était tout ce qu'il y avait pour... C'est une révolution, en fait. Oui, c'est même pas une révolution, c'était une continuité dans le progrès, dans la pérennisation d'une tradition. C'est une tradition, comme je le dis, c'est une tradition, je le dis souvent, la campagne, c'est, je l'ai dit, c'est le vivier culturel. La campagne a tellement apporté dans notre tradition, dans notre culture, qu'on a tendance... Il y a toujours eu une petite opposition entre la ville, le bourg et la campagne. Et pourquoi? Parce que c'est normal. Le bourg, c'est concentration du pouvoir, de l'économie et tout. Et la campagne qui, quelque part, retirée, mais c'est la campagne, l'éducation familiale a apporté énormément dans notre culture. Il m'importait de rendre hommage aux artistes, aux femmes et aux hommes de la campagne. Notamment, je le dis, notamment pour la Martinique, nous avons le nord atlantique, en partant du Robert, Trinité, Sainte-Marie, notamment le monde des Est, en allant juste vers le Makuba, qui nous a fourni de très, très, très grands artistes. Et non, autant des... il y a quand même Aimé Césaire, qui est du Nord, Émile, qui est du monde des Est. Et le monde des Est, je le souligne, c'est un quartier de Sainte-Marie qui nous a fourni des artistes extraordinaires. Alors donc, il était important de les rendre hommage. Et cet ouvrage, à travers des histoires qui m'ont été rapportées par la mémoire vivante d'Eugène Mona, je disais, ces musiciens qui sont encore là, que je salue pendant que je suis ici, vous découvrez des histoires inédites que personne jusqu'à maintenant n'a connues d'Eugène Mona. D'accord. Même les plus anciens. Peut-être même les plus anciens, parce que en fin de compte, Eugène Mona, il était mythique. Et il a su opposer la subjectivité à l'objectivité. Donc, c'est un gars qui disait, alors, c'est lui qui disait, c'est quand je descendrai au tombeau, Attila montera au Sénat. Personne ne peut traduire la pensée d'Eugène Mona à travers cette phrase. Parce qu'il avait pris comme habitude de jouer avec les mots. Et même dans ses chansons, énormément de mots qui vous laissent à méditer qu'est-ce que Eugène Mona voulait dire à travers ça. Quand on parle de bois brûlé, chacun donne son interprétation. Quand il parle de bois brûlé, il parle de noir, personne ne sait. J'essaye parce qu'on m'a rapporté l'idée, mais un auteur, un artiste, c'est toujours difficile d'interpréter. C'est un peu quand on prend un tableau et puis on dit, l'auteur voulait dire ça à travers son tableau. Je dis parfois c'est faux, parce que l'auteur, quand il peignait, il était dans son monde, il réfléchissait, on ne peut pas interpréter. Après, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais Eugène Mona, c'était ça. C'était l'énigme dans ses chansons. Et donc, je dirais même que
c'était pas un artiste seulement, c'est un artiste qui apprenait à apprécier la nature, parce que c'était un homme de la nature. Mais en plus d'un artiste on peut se demander qu'est-ce qu'est devenu qu'est-ce que nous a laissé Eugène Mouna, qu'est-ce que ça nous... Mais Eugène Mouna a laissé beaucoup de choses, parce qu'à travers le tambour, moi je suppose qu'il est pour quelque chose dans, par exemple, malheureusement, c'est pas notre Bel Air qui a été retenu, c'est le Gros Cas qui a été retenu par l'UNESCO. Ça a été reconnu par l'UNESCO, patrimoine de l'UNESCO. Mais moi, je pense qu'il a permis au tambour d'exister à l'international. Et je rajouterai que, en dehors de rendre hommage à Eugène Mouna, rendre hommage à la campagne aussi a apporté beaucoup. Par exemple, nous avons des termes qui maintenant internationalisés. Par exemple, on parle du zouk. On dit souvent Kassav a internationalisé le terme zouk, mais le terme zouk vient de la campagne. Avant, quand on était jeune, pour ceux qui sont de ma génération et peut-être même avant, le soir quand on sortait, c'était plus le samedi, le dimanche, qu'est-ce que tu fais samedi? Ah, samedi, il manquait un zouk. Alors donc, quelque part, le zouk c'était déjà un terme véhiculé par la campagne. Et aussi, le collé-serré, la danse collé-serré, c'est de la campagne, puisque la bourgeoisie allait dans les clubs et nous, dans la campagne, des grandes salles de bal de 2000, 3000 personnes, c'était la campagne qui faisait vivre ces grandes salles de bal. Des groupes comme la Perfecta, des groupes populaires qui aussi ont apporté beaucoup à notre culture, notre tradition. En tout cas, merci beaucoup Luc Lamay pour cette présentation de la Martinique d'antan. Des histoires, j'ai pu découvrir certaines choses, notamment la rivière rouge. Je ne connaissais pas l'expression et tes explications étaient très claires. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de tes ouvrages, s'il te plaît? Alors, la rivière rouge, je le répète, et Un monsieur est passé. Ce sont des ouvrages que vous trouverez dans tous les centres commerciaux, chez les libraires en Martinique. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, chers invités. Merci, Cassandre, pour ta présentation, ta participation, ton énergie. Et je pense que nos téléspectateurs ont été touchés justement par la problématique que tu as soulevée aujourd'hui, à savoir celle des aidants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup à toi, Luc. C'est à moi de te remercier. Donc, tu t'en vas, mais bon, j'espère qu'à ton prochain passage, nous aurons l'occasion de te revoir. Oui, ça sera certainement avec un prochain ouvrage. Ah, qui sait? Qui sait? En tout cas, si comme Luc, si comme Cassandre, vous souhaitez présenter un livre qui vous a marqué, qui vous a touché, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Plaisir de lire. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.